À cheval au Fuchswinkel. Pendant l'été, l'auberge auberbronnoise ouvre ses portes pour des stages d'équitation. En cours, on les prend à partir de 4 ans. À partir de 4 ans sur les petits poneys. Ils montent généralement un poney jusqu'à 10 ans, 11 ans. Et ensuite, on les met à cheval. Entretien du matériel, soins des animaux, les jeunes sont réellement plongés dans le monde du cheval. La terminologie n'est alors plus qu'une question de temps. Ça, c'est les étriers. Euh, Ça, c'est les étrivières. Ça, c'est le quartier. C'est l'omelette. Ça, c'est l'omelette. Ça, c'est le faux quartier. Ça, c'est le siège. Ça, c'est le pommeau. Attends, retourne là. Et ça, c'est les matelassures. Galop 1, galop 2, la maîtrise du cavalier se juge sur différents exercices pratiques ou théoriques. Un bon écuyer doit connaître parfaitement son équipement. Quand il s'agit d'assembler les brides, rien ne vaut une bonne répétition autour d'une table. Marche, trot, galop ou saut, les jeunes cavaliers seront bientôt prêts pour affronter l'orage. Guinguette à Niederbronn-les-Bains. Tous les mardis soirs, durant l'été, on peut se réunir autour de la chanson. Rue des Romains, dans le parc du Ehrenberg, prend place une guinguette. Lorsqu'il pleut, c'est dans l'entrée de l'arc que tout se passe. Monique Fischer, ingénieure à l'équipement, fait vibrer le public pendant une soirée. Des bateaux qui reviennent au port, labourés de partout mais plus brefs. Marcel Binet l'accompagne à la guitare acoustique. Nombre de chansons sont des grands classiques que chacun peut accompagner de sa voix. Alors elle s'en alla sur un air de boulevard de la Chapelle. Alors, amis de la musique, allez chanter aux prochaines guinguettes. Piège sur un air de jouvence. Je suis horloger, donc réparateur de montres. Ça veut dire qu'on soigne tous les petits bobos de tous les tic-tac du coin. Les montres qui ne fonctionnent plus, le temps qui s'arrête, des choses comme ça. Il existe bien sûr la traditionnelle montre à remonter, ce qu'on appelle la grosse pendule en tout cas, y compris la montre bracelet, qui fonctionne par un ressort qu'il faut remonter, en général tous les 8 jours sur une horloge. Il existe les horloges de même type qui fonctionnent pendant 8 jours, mais qui fonctionnent avec un poids qui descend au lieu du ressort. Actuellement, ce qui existe sur le marché, c'est bien sûr des horloges à pile, qui fonctionnent électriquement à pile. La précision d'autrefois, ça remonte au sablier. À mon avis, c'était pas très précis. Les gens vivaient aussi d'une façon moins précise. Ils n'avaient pas des TGV à prendre. C'était beaucoup plus souple, je pense. Dans l'atelier d'un horloger, on retrouve bien sûr des petites pinces très fines. On retrouve des tournevis très fins, de l'ordre d'un demi-millimètre de section. On trouve des potences à chasser. Alors la montre qu'on va réparer, c'est une montre qui est entrée pour défectuosité de balancier. L'axe du balancier est cassé. On va démonter la pièce. On va la changer parce que c'est une pièce que j'ai encore en stock. C'est assez délicat, mais c'est tout à fait dans le domaine du possible et habituel en tout cas. Les qualités requises pour ce métier-là sont essentiellement un petit peu de patience, il ne faut pas aller trop vite. Il faut aussi un petit peu de doigté, il faut du feeling, il faut y aller mollo quoi.
On voit souvent des montres qui arrivent et qui ont été détériorées, abîmées, parce que les gens ont tenté d'intervenir. Ils voient un petit cheveu qui se balade dedans, ils tirent dessus, ils se disent mince, un cheveu. C'était le balancier, c'était le spiral, et il y en a pour des centaines de francs de réparation. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, puisque j'ai repris la succession de mon papa. J'aime bien les choses petites, les choses un petit peu méticuleuses. J'ai beaucoup de plaisir à voir rentrer une montre qui est complètement encrassée et qui ne fonctionne vraiment très mal ou plus du tout, et puis de la voir repartir en pleine forme, quoi. Je trouve que c'est un plaisir. C'est vrai que ça fait tic-tac d'un peu partout dans un atelier, ça sonne tous les quarts d'heure au moins. Non, ce n'est absolument pas gênant. J'ai chez moi une horloge qui fait tic-tac, une bonne grosse horloge qui sonne tous les quarts d'heure, même la nuit. Et ça ne me gêne absolument pas. Au contraire, ça berce. Quand on aime, ça berce. Il est arrivé très souvent que les gens ramènent des vieilles horloges qu'ils n'ont jamais entendu sonner. Quand je l'installe, parce qu'on les livre après, les gens me disent « mais quelle horreur, ça sonne !» Je dis « écoutez, essayez 8 jours. Si au bout de 8 jours, ça vous gêne, vous me passez un coup de fil et on va la supprimer, la sonnerie, c'est pas un problème. » Et souvent, quand je revois les gens au bout de 8-15 jours, ils disent « c'est très bien comme ça ». L'avenir n'est peut-être pas très rose parce qu'en fait, on manque de gens qui suivent. Il n'y a plus d'apprentis en formation dans le Bas-Rhin et en Alsace depuis 5-6 ans, ce qui est dommage. Donc c'est un métier qui, à l'avenir, va se perdre. Je pense qu'il reviendra dans quelques temps, parce que quand les gens auront des horloges comme celles qui sont derrière moi chez eux et que ces horloges-là ne fonctionneront pas, il y a des gens qui seront là pour les réparer, qui seront certainement encore bien formés. Et à ce moment-là, ce métier-là gagnera sa vie. Il ne faut pas stresser non plus en tant qu'horloger en se disant le temps passe, surtout que nous, on le voit passer. Les gens disent le temps passe de plus en plus vite, je peux les rassurer, la minute a toujours 60 secondes. Alors aujourd'hui, donc, les jeunes agriculteurs du canton de Niederbronn organisent leur traditionnel concours de labour, qui n'est rien d'autre que les éliminatoires du championnat de France de labour. Donc les qualifiés d'aujourd'hui défendront les couleurs du canton dans une finale départementale. Après, les qualifiés iront en finale régionale, puis en championnat de France. Et ça continuera en championnat européen de labour et en championnat mondial de labour. Donc vu que c'est le championnat de France de labour, il y a une certaine réglementation. Donc l'âge minimum des concurrents doit être de 16 ans et l'âge maximal de 35 ans. Les jeunes agriculteurs ici dans le CCJA de Niederbronn, on est au nombre d'une vingtaine, âgés de 16 à 35 ans. Donc chaque concurrent, que ce soit en labour ou que ce soit en gymkhana, sera récompensé. Les prix sont des prix qui nous sont offerts par nos différents partenaires au niveau du monde agricole. Et donc il y en aura pour tout le monde. Pour ce qui est du concours de labour, ce qu'on peut souligner, c'est que les Barinois sont de très bons laboureurs parce qu'au niveau national, il y en a toujours un ou deux qualifiés dans les 3 premiers. Alors la première étape aujourd'hui, donc les concurrents ont fait ce matin ce qu'on appelle une ouverture au niveau du labour. Donc c'est un terme technique que nous on utilise et ça continuera dans l'après-midi avec tout le labour d'une parcelle. Alors on a soit un labour à plat, donc qui est une parcelle un peu trapézoïdale, ou alors on a ce qu'on appelle un labour en planche, qui est une parcelle rectangulaire. On a 2 types de charrues différentes. On a les charrues qu'on appelle les charrues normales, donc qu'on utilise pour faire le labour en planche. Et on a les charrues de type réversible qu'on utilise pour le labour à plat, qui n'est rien d'autre qu'on commence à un côté du champ et on termine de l'autre. Alors qu'en labour en planche, on tourne autour de la parcelle. Il est pour nous, jeunes agriculteurs, important de communiquer sur notre métier par rapport à tout le monde. Et donc, il nous semblait important, vu qu'on est dans le cadre d'une exploitation agricole, de montrer aux gens ce que c'était l'agriculture
d'antan, donc c'est-à-dire il y a 30, 40, 50 ans en arrière, mais il était très important aussi pour nous de montrer aux gens ce qu'est l'agriculture aujourd'hui. Et c'est pour ça que sur la même journée, on fait une démonstration de moisson à l'ancienne, mais également on ouvre les portes de l'exploitation Milleman, qui est une exploitation de pointe et qui représente très très bien ce que c'est qu'une exploitation agricole d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on voulait un peu montrer ce que c'est l'agriculture du canton aux nouveaux ruraux, je veux dire, qui s'installent dans ces villes, et aussi aux gens qui ne sont plus tellement au contact des fermes parce qu'il y en a de moins en moins, et surtout dans les agglomérations. La moisson à l'ancienne, elle va se réaliser en différentes étapes. On va tout d'abord faucher comme les gens ont fauché il y a 20 ans ou 30 ans en arrière. Ensuite, on va ramasser les épis tels qu'ils ont été ramassés à l'époque. Et c'est chargé sur une charrette également d'époque. Le tout va se retrouver dans une batteuse également d'époque pour voir comment ça fonctionnait dans ces temps-là. On essaye aussi de proposer, par exemple, avec la restauration du midi, donc des produits à base de viande que nous on produit sur nos exploitations. On essaie de faire la porte ouverte avec pour bien montrer aux gens ce que c'est une ferme, parce qu'on entend tellement parler de vaches folles, d'animaux souvent maltraités. On veut bien leur montrer comment ça se passe en fait chez nous. Et là, ils peuvent le voir comme c'est tous les jours. On essaye de montrer que en fait, les agriculteurs ne sont pas que des pollueurs, ne sont pas que des maltraiteurs d'animaux, mais qui savent faire de très bonnes choses et même ils savent même organiser des fêtes. Voilà. Un petit Tommy chantait ses terres plein d'entrain en arrivant au camp. Tous les petits poilus joyeux apprirent le refrain et bientôt tout le régiment entonna gaiement. On ira prendre mon linge sur la ligne, si oui, pour laver le linge, voici le moment. À la fin de la Première Guerre mondiale, le haut commandement français a décidé de construire une ligne fortifiée. Cette ligne fortifiée devait s'étendre de la Méditerranée jusqu'à la frontière belge. Dans le secteur de Dambar, on a construit une caserne pour abriter les troupes. On a construit une cité officier qui se trouve à Neuenhofen. Il y avait également un stand de tir qui est actuellement repris par une association de tir locale et qui est complètement réaménagé. On peut encore voir à l'arrière du stand de tir les aménagements d'époque. À proximité de la casemate de Dambar, on peut également voir le dépôt de munitions. Il y avait à l'époque des baraques en tôle légère qui permettaient d'être démontées ou d'être remontées plus facilement. La casemate de Dambar était couverte au sud par la casemate de Dambar Sud et au nord par la casemate de Grafenweiler. On ne tirait pas vers la frontière, mais on tirait parallèle à la frontière. Chaque organe de tir couvrait un autre organe de tir et on créait vraiment une ligne de feu le long de la frontière. La casemate de Neuenhofen était équipée pour tirer donc deux cloches blindées qui servaient à protéger les hommes. Et ces coupelles étaient donc faites en acier spécial d'une épaisseur de 20 cm et à peu près chaque cloche pesait 12 tonnes. À l'époque, les champs de tir étaient complètement dégagés, il n'y avait pas de végétation et chaque casemate pouvait se voir à vue. La casemate de Dambar était armée de 2 jumelages Reibel. Ces mitrailleuses portaient à 1,2 km et avaient à peu près une cadence de tir de 450 coups minute. Et on a décidé de créer une vallée d'inondation permettant de créer un barrage anti-char et anti-personnel. Vu la configuration de la vallée, où coule le ruisseau Schwarzbach, on a décidé de construire 12 barrages.
Le début de la construction a commencé fin 1929. Le gros œuvre a été achevé dans l'année 1931 et les équipements se sont poursuivis jusqu'aux années 1935. La construction d'une casemate donc s'est effectuée d'abord par la mise en place de coffrage et la coulée de béton donc se faisait en une seule fois pour éviter la jointure et améliorer la solidité des murs de la casemate. Le régiment qui occupait la casemate avant-guerre était le 37e régiment d'infanterie de forteresse, qui était stationné à Bitche, avec un bataillon à la caserne de Neuenhofen. À la déclaration de la guerre, ce régiment a donné naissance au 154e régiment d'infanterie de forteresse. Le régiment comptait 3600 hommes, 18 compagnies, et était sous les ordres du colonel Bourgeois. La population a été évacuée à partir du 1er septembre 1939. Ils avaient 2h30 pour quitter la commune. L'ordre est arrivé à 15h45 par la gendarmerie de Niederbronn. Et à 18h, le village était entièrement vide. Alors la casemate était servie par 12 hommes de troupe et un sous-officier. La période entre 1939 et 1940 a consisté surtout à renforcer la ligne fortifiée, à aménager des avant-postes, à s'occuper du bétail qui était abandonné par la population. Donc pour être en liaison avec les troupes de campagne qui étaient donc à l'extérieur des casemates, on avait des chambres de coupure. Donc ce sont des petites chambres qui étaient enterrées pour qu'elles soient bien protégées. Chaque casemate, comme celle de Neuenhofen, était équipée de centraux téléphoniques. 3 réseaux câblés téléphoniques arrivaient de 3 directions différentes. Et donc ce central téléphonique permettait de faire la commutation entre d'une part les autres casemates et d'une autre part les observateurs qui se trouvaient dans les cloches cuirassées de la casemate même et les tireurs dans les chambres de tir. On avait équipé les casemates de façon étanche et en même temps un système de ventilation permettait d'aérer les casemates et de filtrer l'air au cas où il était vicié par des explosifs au gaz ou des explosifs chimiques. Cette ventilation donc à la casemate de Neuenhofen était manuelle. Elle était soit actionnée à main, soit actionnée par un pédalier et une selle. Donc les hommes de troupe se relayaient et pédalaient ou actionnaient à la main le système de ventilation à tour de rôle. La chambrée comportait 12 lits pour le repos du personnel, ce qui est assez exceptionnel puisque dans la ligne Maginot, en général, comme les troupes fonctionnaient par quart, normalement il n'y avait qu'un tiers de lits par rapport au nombre de servants. Ici, nous avons un lit par personne. Donc chaque personne avait son étagère au-dessus du lit où ils posaient leurs casques et leurs effets personnels. Le repas était pris en général dans la chambrée. Elle n'est pas tellement grande, mais c'était l'unique lieu où les hommes de troupe pouvaient prendre du repos et se divertir. La dernière casemate ayant combattu, c'est la casemate de Dambar Sud, sous les ordres du lieutenant Lavallée. Ce lieutenant a pris 3 hommes, a évacué la casemate et a combattu jusqu'au cimetière de Dambar. Se sachant abandonné sur son aile droite, le sergent de la casemate de Dambar a décidé d'évacuer la casemate et de se retirer dans la forêt de Neuenhofen. Donc la casemate de Dambar en elle-même n'a jamais combattu. Donc la casemate peut être visitée à compter du premier dimanche du mois de mai jusqu'au dernier dimanche du mois de septembre, de 14h à 17h.